Et nous allons enchaîner avec deux cours exposés qui normalement seront suivis d'une petite discussion avec la salle. Ensuite, c'est d'abord Francesca Musiani qui va nous rejoindre sur scène. Où est-elle, Francesca? Elle arrive. Francesca Musiani est chargée de recherche au CNRS, Institut des sciences de la communication. Et sa présentation s'intitule « Gouvernance algorithmique et désinformation ». Soyez la bienvenue. Alors, pour les slides, on va... Merci beaucoup de m'avoir invité à cette journée. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Moi, je suis chargée de recherche au CNRS. Je m'occupe depuis quelques années de questions de gouvernance de l'Internet en couvrant des questions telles que le rôle notamment des infrastructures et des architectures techniques comme mécanisme de gouvernance aussi bien qu'objet de gouvernance. Et donc voilà, dans les derniers temps, bien sûr, il allait un peu de soi que la place des algorithmes, comme justement dans ce double rôle d'objet de gouvernance et mécanisme de gouvernance, retiennent mon attention. Et donc je vais vous présenter quelques petites réflexions sur celle qu'on a pu appeler gouvernance algorithmique, donc couvrant ces deux aspects. Et la lier à la question de l'information et de la désinformation, et de comment l'information est hiérarchisée, catégorisée avec ces outils. Donc, je voulais commencer par cet aspect-là pour... voilà, donc, comment est-ce qu'on reconnaît une fausse nouvelle? C'est celle que tout le monde partage. C'est un peu emblématique des débats sur les fake news qui ont lieu récemment. Et donc, c'est symbolique des mécanismes qui font en sorte que, des fois, ce n'est pas la bonne information qui remonte, la bonne information, tandis comme information de qualité, information provenant d'une source autorité, avec de l'autorité, de la légitimité. Ce n'est pas la première qui remonte dans les recherches sur un moteur de recherche ou dans les partages sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui contribue à ça? Donc, en général, le partage de l'information en ligne répond à des logiques d'affinité, de proximité. Alors, bien sûr, on a beaucoup parlé du potentiel d'immédiateté, d'égalité que ce partage d'informations structuré de cette façon comporte. Mais aussi, on a pu remarquer dans les années plus récentes avec la montée en puissance par exemple des propos conflictuels, etc. sur les forums, que cela peut aussi conduire à une compartimentalisation de facto. Donc on se structure dans ce qu'on a pu appeler des bulles de filtrage sur lesquelles on reviendra. Donc, pourquoi ça? Parce qu'il y a la plupart des algorithmes qui sont développés sur les services Internet d'aujourd'hui, donc réseaux sociaux, moteurs de recherche, hybrides des deux, etc., répondent le plus souvent à des mécanismes de personnalisation qui doivent servir à nous montrer des choses qui nous plaisent en général. Donc, Google marie ça à un classement qui est lié à la popularité, à la réputation des contenus, ce qui, en théorie, favorise le pluralisme, mais on peut aussi voir que l'algorithme que sous-tend Google, qui s'appelle encore PageRank, mais qui a eu de nombreuses évolutions après sa toute première version, et on ne les connaît pas très bien parce que bien sûr ça demeure un secret industriel. Tout cela brouille un tout petit peu les cartes par rapport au pluralisme. Pourquoi ?
parce que justement Google dresse un portrait de l'utilisateur sur la base de toutes les informations que celui-ci déverse dans la galaxie de services que Google propose. Et donc, il lui propose des résultats qui sont en accord avec ses préférences. Donc le risque dans tout ça, c'est bien sûr celui d'un renfermement idéologique, renfermement dans les choses qu'on sait déjà, dans les choses avec lesquelles on a des affinités, choses et personnes. On se voit conforté dans ses positions, on voit ses points de vue confirmés, et cela répond vraiment au modèle d'affaires de Google, qui répond à une opportunité commerciale vraiment précise, qui est de montrer à des fins publicitaires ce qui a le plus de chances de retenir notre attention. Et alors, si on passe vers des exemples voilà, un peu politiques, il y a eu un exemple éclatant de ces bulles de filtrage de contenu et des dangers que cela peut représenter à l'occasion de deux événements politiques importants qui ont eu lieu en 2016. Donc, le premier, c'était la campagne présidentielle états-unienne. Et le deuxième, ça a été le référendum Brexit. Alors, on sait comment ces deux événements ont fini par se passer, et presque personne dans la presse des deux pays et plus généralement dans les sphères universitaires, etc. On ne s'y attendait vraiment. Il y a eu notamment, dans le cas du Brexit, ce mea culpa de l'éditrice en chef de The Guardian qui a dit, voilà, on s'est tous fait rouler, on s'est trop lu les uns avec les autres, j'ai trop lu mes collègues sur Facebook parce que c'était ce que Facebook me proposait, et donc voilà, je pensais que tout le monde pensait comme moi et que le Brexit allait faire 20%. Donc c'est le problème avec ces réseaux sociaux dans lesquels on partage des contenus sont qu'on ne les voit pas encore entièrement comme des médias. Et donc, on considère qu'ils sont encore seulement des réseaux sociaux, et on néglige un tout petit peu le rôle de point d'accès à l'information centrale pour beaucoup de personnes. Et donc, il y a aussi une sorte de propagande individualisée qui est beaucoup inscrite dans les architectures techniques et que Romain Badoir a récemment appelé la propagande intérieure. Donc, des fois, si on arrive à avoir accès à de l'information à travers justement ce que les réseaux sociaux nous montrent parce que ça nous plaît, on risque de perdre l'élément extérieur de la propagande, et donc c'est plus insidieux et plus problématique à cerner. Donc un exemple aussi éclatant de ces phénomènes-là, c'est les fake news. Donc là aussi, comme avant d'ailleurs, on n'a pas affaire à des phénomènes radicalement nouveaux. Les fake news, c'est en sorte, en fin de compte, de la rumeur. Mais ce qui change à l'heure actuelle, c'est que cette rumeur est réintermédiée par des plateformes dont les mécanismes sont souvent opaques, et elle est industrialisée, c'est-à-dire qu'elle est portée à une échelle bien supérieure que voilà, les petits bruits de couloir qu'on peut écouter chez nous ou dans notre lieu de travail. Et donc c'est vraiment un produit organisé de stratégies de désinformation numérique qui, elle aussi, génère de revenus suite à la publicité postée sur certains sites, à la viralité de la diffusion de certains contenus. Et donc, elles aussi répondent à des modèles économiques, à des intérêts économiques importants. Alors, quelles armes face à tout cela? Donc, c'est les premiers pas de la réaction à la désinformation algorithmique, hein, si on peut dire. Ça a été une réaction plutôt multipartie prenante, comme on dirait dans les agences onusiennes de gouvernance de l'Internet. C'est-à-dire il y a beaucoup d'acteurs de différents types, de la communauté technique à la société civile, aux régulateurs, qui ont essayé de chercher des réponses à ce problème. Quand même, il faut dire que pour le moment, c'est plutôt piloté par les grandes plateformes dans le bien et le mal, on va dire, en partie finale de la présentation, pourquoi il y a aussi du mal. Et donc, ça se passe aussi, en grande partie, par la technique, avec des stratégies tout aussi variées que des référencements de certains résultats de recherche.
Alors, c'est technique, mais il faut dire aussi que ça se passe avec aussi de la force brute, qui est vraiment 10 000 personnes qui sont mises en équipe sur certains résultats et qui cherchent à comprendre quelles sont les désinformations pour les classer à la fin des requêtes. Donc, c'est du technique, mais c'est de l'humain aussi. Les modifications des algorithmes de recommandation des plateformes, donc de Facebook à Google. L'entrave à certains revenus publicitaires associés à ce type de contenu. Des actions pédagogiques, organisation d'ateliers pour mieux s'approprier certains outils, pour comprendre quels peuvent être les biais inhérents à ces outils. Et enfin, des actions plus directes de censure où l'acteur, la plateforme intervient directement sur des pages spécifiques, des contenus spécifiques ou des profils d'utilisateurs pour les supprimer. Donc pourquoi est-ce que c'est une solution au problème? Parce que bien sûr ça pose un certain nombre de soucis de légitimité et de neutralité à la fois. C'est un peu les plateformes qui se guérissent elles-mêmes avec des mécanismes qui parfois peuvent être tout aussi opaques que le problème. Il y a aussi un souci de définition du périmètre des fake news. Qui établit les frontières? Quelles pourrait-elle être? Et est-ce que adopter une définition particulière de fake news ne constituerait pas un précédent pour que cette définition soit tiraillée par la suite par d'autres acteurs qui souhaiteraient supprimer des contenus d'autre nature sur la toile de façon plus controverse? Et aussi, il y a, ça rentre un peu dans une tendance qu'on a pu appeler de privatisation de la gouvernance de l'Internet, c'est-à-dire les choses sont beaucoup moins dans les mains des régulateurs traditionnels pour rentrer dans celles des grands acteurs privés qui tendent aussi, pour d'autres raisons, au quasi-monopole sur la toile. Google est le moteur de recherche, Facebook est le réseau social, et ainsi de suite, malgré des tentatives régulières d'enfreindre un petit peu ce monopole, on n'y arrive pas trop. Et donc ça peut aussi engendrer des menaces à la liberté d'expression, parce que si tout cela est dans les mains d'un seul acteur ou d'une poignée d'acteurs, ils peuvent de facto standardiser ce qui est considéré comme légitime ou pas légitime sur la toile. Et donc, en fin de compte, il y a aussi des spécialistes comme Divina Fromax, par exemple, qui suggèrent cette solution à moyen long terme. La réponse pourrait être plutôt pas que seulement technique, mais aussi culturelle et sociétale. Notamment, on pourrait envisager des réponses pédagogiques, d'éducation aux médias qui prendraient en compte ces dernières avancées. Voilà, c'était tout pour moi pour le moment et j'attends vos questions avec plaisir. Merci à vous, Francesca Musiani. On aura l'occasion de discuter dans un petit quart d'heure avec vous. J'accueille maintenant Gilles Dowey, qui est informaticien, chercheur à l'INRIA. Et puis, on se retrouve dans un quart d'heure maximum pour la petite discussion. Merci. J'aime pas beaucoup débattre avec Francesca parce qu'à chaque fois on est d'accord, donc le débat est rarement très intéressant. Donc sur cette question de la désinformation sur le net, sur le web et sur les réseaux sociaux, il faut commencer par se poser la question de savoir s'il y a quelque chose de spécifique au web et aux réseaux sociaux ici. Et ma thèse est plutôt que non, c'est-à-dire on dit n'importe quoi, même ailleurs que sur le web et sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de spécifique ici. Donc je vais vous donner un exemple. Et une fois, j'avais passé l'après-midi à écrire un article, d'ailleurs que vous pouvez trouver à la sortie. Il est dans un livre qui est vendu par la librairie de l'ABN, qui est un recueil de chroniques que j'ai faites dans Pour la Science, et j'avais fait une chronique sur le fait que quand on écrit un programme ou quand on écrit un texte au traitement de texte, c'est une mauvaise chose de savoir ce qu'on va écrire. Il faut partir, et puis au fur et à mesure qu'on écrit, on a de nouvelles idées, et le programme ou le texte se transforme.
Et alors, après avoir travaillé tout l'après-midi, je me dis, j'ai bien mérité une pizza. Et donc, non, mais je vais venir au sujet, hein, rassurez-vous. Donc, je vais à la pizzeria en bas de chez moi. Et là, la pizzeria n'était pas très bien décorée. Il n'y avait pas un gros budget de décoration. Donc, le patron de la pizzeria avait mis des cartes postales partout avec des citations d'Einstein, d'Alfred Jarry et de Picasso. Et donc, j'ai trouvé une citation de Picasso qui disait exactement ça. Elle disait, si l'on sait exactement ce que l'on va faire, à quoi bon le faire ? Je me dis, génial, j'ai trouvé une citation pour faire la conclusion de ma chronique. Ça va ajouter du mieux-disant culturel à mon texte. Et donc, je me dis, il faut quand même que je trouve d'où vient cette citation. Alors, d'après Jean-Yves Dournon, qui a écrit un dictionnaire des citations françaises aux éditions Archipoche en 2002, cette phrase vient d'un article qui a été publié par Picasso, qui s'appelle « Conversation avec Christian Zervos » dans Cahiers d'art en 1935. Bon, donc j'avais terminé mon article, mais il s'avère juste que j'avais un petit peu de temps, et donc je suis allé à la bibliothèque et j'ai demandé à trouver Cahiers d'art. Alors Cahiers d'art, c'est très compliqué, je crois qu'il y a 2 exemplaires à Paris, il y en a un dans cette maison et un à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc j'ai trouvé celui qui était à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Alors d'abord, dans ce journal, qui est une revue d'art en fait, des années 30, il n'y a pas d'article de Picasso qui s'appelle « Conversation avec Christian Zervos ». Alors, il y en a un de Christian Zervos qui s'appelle « Conversation avec Picasso ». Bon, ok, on sait pas très loin. Et alors, j'ai cherché la phrase, elle n'est pas dedans. En revanche, il y a une phrase qui dit un peu la même chose, mais Picasso s'exprime un tout petit peu mieux que ce qu'on croit. Il dit « Le tableau n'est pas pensé et fixé d'avance. Pendant qu'on le fait, il suit la mobilité de la pensée. » Alors, ça veut dire un peu la même chose, mais vous voyez que passer de cette phrase à la phrase « Si on sait ce qu'on va faire, à quoi bon le faire », il y a une petite différence. Voilà, alors c'est pas juste sur les cartes postales qu'on trouve cette phrase, hein, on la trouve donc dans un dictionnaire qui est un dictionnaire qui pour le rayonnement de la culture française, qui est un dictionnaire des citations françaises. Alors Google Books trouve cette citation dans 7 livres différents. Et le premier, enfin si on peut appeler ça un livre, semble être, parce que du coup, je n'ai pas fait la vérification et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas faite. Je n'ai pas recherché les sources primaires, mais la première semble être un numéro de Paris Match de 1966. Et donc, il semble que ce soit un journaliste de Paris Match qui a inventé cette citation, mais ça, je n'en suis pas absolument sûr, donc ne le prenez pas pour argent comptant. Alors, est-ce qu'on disait, cette citation est relativement récente, hein, elle date apparemment des années 60, et puis je l'avais trouvée dans un dictionnaire des citations qui date de 2000. Est-ce que c'est nouveau? Alors, je crois que ce n'est pas nouveau non plus. Si vous croyez, c'est plutôt une bonne chose que la liberté de parole doit être respectée. Vous avez sans doute dit à quelqu'un un jour dans votre vie, je suis d'accord avec ce que vous dites, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Voilà, et vous avez sans doute attribué cette phrase à Voltaire, et vous avez tout à fait tort. Et ici, d'après Wikipédia, et donc là je n'ai que Wikipédia comme source, d'après Wikipédia, cette citation n'a jamais été mentionnée entre la naissance de Voltaire et 1906, et elle apparaît spontanément en 1906 dans un livre qui s'appelle Voltaire et ses amis, The Friends of Voltaire, qui a été écrit par une certaine Evelyn Beatrice Hall, qui est une biographe de Voltaire, qui a écrit plusieurs biographies de Voltaire. Et toujours d'après Wikipédia, cette Evelyn Hall a reconnu expressément que la citation en question n'en était pas une. Dans une lettre du 9 mai 1939, elle a écrit « Voltaire never said it ». Et elle dit « It's my own words, my own expression ». Voilà, donc vous voyez qu'il semble que le langage permette de dire des choses fausses. Et on peut même dire que le langage sert aussi à dire des choses fausses. Vous savez, il y a le langage, il n'y a pas de langage dans lequel toutes les propositions sont vraies par construction. Dans le langage, il y a une opération qui s'appelle la négation, et en général, la négation fait passer une proposition vraie et une proposition fausse. Et si vous rajoutez une deuxième négation, vous repassez une proposition vraie. Si vous rajoutez une troisième négation, vous repassez une proposition fausse. Donc dans le langage, il y a des propositions vraies et il y a des propositions fausses. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Il y a un théorème mathématique, il n'y a pas de langage dans lequel toutes les propositions sont vraies. L'ensemble des propositions vraies n'est pas un langage. Alors, qu'est-ce qui change quand même avec le web et les réseaux sociaux? Alors, il y a 2 choses qui me semblent nouvelles. La première, c'est que ces rumeurs se propagent beaucoup plus vite.
Avant, il fallait aller lire des biographies de Voltaire pour être informé que Voltaire avait dit des choses qu'il n'avait pas dites. Maintenant, vous pouvez être informé par un tweet extrêmement vite. Vous pouvez recevoir une fausse information, une fausse vérité par le web, par les réseaux sociaux, par le microblogging beaucoup plus vite. Et surtout, ça permet à beaucoup plus de gens d'en être l'auteur. Avant, il fallait être un biographe respecté de Voltaire pour avoir le droit de dire n'importe quoi. Maintenant, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur Twitter, et n'importe qui est publié, alors qu'avant, seul un petit nombre de biographes de Voltaire étaient publiés. Et ici, je voudrais quand même qu'on parte avec un tout petit peu un message optimiste. Le fait que chacun de nous puisse s'exprimer, même si ça a quelques effets secondaires malheureux, comme le troll, comme le spam, ou comme la désinformation, est quand même en soi une bonne nouvelle. Il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire, je crois que les esclaves qui vivaient à Rome dans l'Antiquité, si on leur avait dit un jour vous aurez le droit de vous exprimer, ben, ils auraient été assez contents, enfin j'en sais rien, mais je les imagine. J'imagine que quand vous êtes jeté au fond d'un cachot et qu'on vous dit vous avez le droit de vous exprimer, ben, vous êtes plutôt content, et que c'est plutôt quelque chose qu'il faudrait célébrer, même si ça a un certain nombre d'effets secondaires qui sont négatifs, comme le fait que vous pouvez vous faire insulter en permanence sur le web par des trolls, et que bah voilà, vous pouvez dire non, je ne suis pas d'accord, mais enfin bon, c'est malgré tout pas très agréable. Alors, quel est le remède au poison, et est-ce que le poison est son propre remède? Les meilleurs remèdes sont le poison lui-même, ou bien à une dose plus forte, ou bien à une dose moins forte. Alors, une chose qui me semble importante, c'est que le remède n'est pas, comme ça a été dit plusieurs fois dans la table ronde précédente, ne me semble pas le recours à des experts. Alors pourquoi? Parce que dire, c'est vrai, parce que Gilles Dowek l'a dit par exemple, eh bien, c'est tout sauf un argument scientifique. Moi, quand un étudiant vient me voir et il me dit, voilà, pourquoi est-ce qu'il existe des langages qui sont reconnus par des automates à piles, mais pas des automates à état fini? Je ne lui réponds pas, mais mon cher ami, je suis professeur d'informatique depuis déjà plus de 10 ans, donc ma parole ne doit pas être mise en doute. Ce n'est pas du tout le type de réponse que mes étudiants attendent, enfin j'espère au moins, et ce n'est pas du tout un argument scientifique de dire, voilà, je suis professeur et vous êtes étudiant, donc c'est ma parole qui est la vérité. C'est pas du tout comme ça. D'ailleurs, les experts disent les experts ne disent pas autant de bêtises que les profanes, mais ils en disent parfois. Et vu le nombre d'experts, si vous voulez vraiment dire une bêtise, vous pourrez toujours trouver un expert qui va vous soutenir si vous le choisissez bien. Et on peut dire un peu la même chose des journalistes. Je ne crois pas que les journalistes mentent beaucoup moins que tout un chacun. Par exemple, une étude qui avait été menée par Noam Chomsky sur le traitement fait par les journalistes, et pas les journalistes de News of the World, les journalistes du New York Times, des crimes de masse qui avaient été commis au Timor oriental et des crimes de masse qui avaient été commis au Cambodge, montre que le traitement est tout à fait différent. Et on peut dire ici qu'il y a aussi une manipulation de l'information, même si elle est faite par des journalistes, même si ce n'est pas à proprement parler de la désinformation, c'est quand même de la manipulation de l'information. Et donc, ni les experts ni les journalistes ne doivent être crus davantage que les autres. Statistiquement, oui, mais pas individuellement. Et donc, ce n'est pas ça le remède. Ça, ce n'est pas le bon remède. Alors, est-ce que le remède est le poison lui-même? Alors, oui, d'un certain point de vue, le web et les réseaux sociaux permettent aux réfutations de se propager plus vite. C'est-à-dire, si quelqu'un dit quelque chose de faux, vous pouvez répliquer et vous pouvez vous aussi diffuser cette information plus vite. Et il y a plus de personnes qui peuvent répliquer, dont certains sont des experts, mais ce n'est pas le fait qu'ils soient experts qui est important, c'est le fait qu'ils apportent des réfutations objectives, c'est-à-dire des arguments que les gens peuvent comprendre. Mais il y a aussi une question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est possible de concevoir un algorithme à corriger les erreurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible d'avoir automatiquement, sur le web, de la même manière qu'il y a un petit scooter qui se balade pour archiver le web et qu'on l'utilise ensuite quand on a une requête à un moteur de recherche, est-ce qu'il serait possible d'imaginer un algorithme qui nous indique qu'une phrase est fausse, qu'une nouvelle est erronée, ou une nouvelle provient d'une source qui n'est pas fiable? Et ici, comme beaucoup de situations en informatique, on a besoin de deux choses, on a besoin de données et on a besoin d'algorithmes. Et les données, ce sont bien sûr les sources primaires. Et je crois qu'il y a une chose qui est extrêmement utile à réfuter des fausses informations, c'est le fait que les sources primaires sont mises en ligne.
Et par exemple, si conversation avec Christian Zervos, non pardon, conversation avec Picasso avait été mis en ligne au lieu d'être seulement présent dans 2 bibliothèques, où en plus il faut un peu montrer patte blanche parce que comme c'est un texte un peu ancien, il n'est pas accessible pas à tout le monde et il a fallu que je prouve que j'avais une thèse pour avoir le droit de consulter ça. Puis après on m'a dit une thèse en informatique, ça compte pas. J'ai dit bah si, c'est une thèse quand même. Mais voilà, donc c'est très coûteux de vérifier des informations. Et donc, s'il y avait un algorithme qui pouvait le faire pour nous, ça serait mieux. Et la première étape de cet algorithme, c'est de mettre ces documents en ligne. Et donc, par exemple, quelque chose comme Gallica est quelque chose qui aide énormément à réfuter des fausses informations, parce que vous pouvez vérifier dans toutes les publications du 19e siècle qui sont sur Gallica, il n'y a aucune qui mentionne la citation de Voltaire. Mais ça, c'est long, parce qu'il y a beaucoup de données qui sont mises en ligne, il y a beaucoup de livres du 19e siècle qui sont dans Gallica et vous ne pouvez pas chercher dans l'un après l'autre. Et c'est pour ça qu'on a besoin non seulement de données, mais on a besoin aussi d'algorithmes. Et de quel algorithme on a besoin? On a besoin principalement d'un moteur de recherche qui nous permette de trouver une occurrence d'une citation, une occurrence d'une phrase, une occurrence d'une nouvelle, une occurrence d'un mot dans un grand corpus. Et je crois qu'il va peut-être un jour se développer des algorithmes et des sites, des outils que nous n'avons pas encore aujourd'hui, qui nous permettront de tracer la première occurrence d'un texte, la première occurrence d'un mot, la première occurrence d'une phrase sur le web. Et imaginez une espèce de Google anti-fake news où vous tapez une phrase et on vous dit voilà, cette phrase elle a été utilisée pour la première fois en 1906 par Evelyn Beatrice Hall, qui l'attribue à Voltaire. Et alors à ce moment-là, on aurait un outil qui serait utile pour trouver l'origine de fausses nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, vérifier a un coût important. Alors je vous ai dit que j'ai passé une demi-journée à la bibliothèque pour retrouver ce texte de Picasso et avoir la citation exacte. Mais je n'ai pas pu faire le même travail, enfin je n'ai pas eu le temps de faire le même travail pour la phrase de Voltaire. Et donc du coup j'ai cru Wikipédia. Alors c'est pour ça que je vous le dis, parce que vous, il ne faut pas que vous croyiez n'importe quoi. Mais du coup je me suis uniquement appuyé sur Wikipédia. J'aurais dû aller chercher ce numéro de Paris Match à la bibliothèque, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je vous prie de m'en excuser. Si vous, faites-le et tenez-moi au courant. Alors je voudrais terminer par 2 choses, 2 points. Le premier est un paradoxe. Nous avons aujourd'hui sur le web un algorithme qui s'appelle la chaîne de blocs et qui permet d'avoir les informations les plus validées qui soient. La chaîne de blocs, la blockchain, une blockchain est une base de données dans laquelle on ne peut rien modifier de ce qui a été fait dans le passé. Et donc il y a un paradoxe. Je ne dis pas que la blockchain est un bon moyen de lutter contre la désinformation. Je veux juste vous dire que le web, comme la langue d'Ésope, est la meilleure et la pire des choses. À savoir, il y a sur le web à la fois les informations les plus sécurisées qui existent, c'est-à-dire vous avez des bases de données sur lesquelles vous ne pouvez pas mettre de typex, sur lesquelles vous ne pouvez pas noircir la tête d'un opposant, enfin d'un ancien camarade qui est devenu un opposant de manière à ce qu'il disparaisse de la photo. Ça, c'est devenu impossible. Et ces outils existent sur le web. Et à côté de ça, le web a aussi les réseaux sociaux qui permettent la désinformation. Et ça, c'est un paradoxe du web. Le web est à la fois le lieu où il y a les informations les plus sûres et les moins sûres. Et donc ça, c'est un paradoxe qui, me semble-t-il, sur lequel on devrait réfléchir davantage. J'y réfléchis un peu, mais pas énormément. La deuxième question, c'est est-ce que nous voulons vraiment savoir la vérité? Et ça, c'est aussi une question importante, parce que si nous ne voulons pas savoir la vérité, à quoi bon essayer de réfuter les fausses nouvelles? Et je vais vous donner un exemple de site web qui me laisse croire que parfois nous voulons connaître la vérité, parfois non. Alors c'est un site web qui s'appelle chastityproject.com, le projet chasteté.com. Et c'est un site web sur lequel vous trouvez un certain nombre de fausses informations, comme le fait que les préservatifs ne protègent pas du sida, parce que personne n'est au courant. Tout le monde vous cache leurs limitations et leur taux d'échec. Et par un argument dont vous comprendrez par vous-même le caractère totalement absurde, on nous explique que dans les pays où les États-Unis envoient des préservatifs gratuits, eh bien c'est les pays où l'épidémie de sida est la plus virulente. Bien. Voilà. Bon, voilà. Vous pouvez aller vérifier. Hein. L'exemple qui est donné, c'est le Botswana. C'est sur la FAQ et c'est « What's wrong with shipping condoms overseas to help with the AIDS epidemic ?» Vous pouvez vérifier, ça c'est en ligne. Il me semble, peut-être c'est une hypothèse que j'avance, que les rédacteurs de ce site ne sont pas dans une démarche de la recherche de la vérité scientifique,
mais qui sont plutôt dans une démarche de promotion de la chasteté, ce qui est une très bonne chose. Moi, j'adore la chasteté. Si les gens veulent promouvoir la chasteté, ça ne me dérange absolument pas. Mais qu'ils instrumentalisent, ils utilisent des propositions objectives comme les préservatifs sont utiles ou ne sont pas utiles, alors qu'il y a plein d'autres manières de faire une promotion de la chasteté. Dire la chasteté, c'est sympa, c'est cool, etc. Pourquoi pas ? Mais pourquoi utiliser des informations objectives en les prétendant scientifiques de manière à avancer un point de vue idéologique qui est tout à fait respectable par ailleurs ? Et je crois qu'ici, il est important, en amont de tout ça, avant que nous ayons des algorithmes pour retrouver des fausses informations, de dire à rebours du relativisme que la vérité scientifique n'est pas une simple opinion. On peut instrumenter, on peut citer un chanteur qui a dit « la chasteté, c'est sympa », etc. C'est bien. Mais c'est un crime, et c'est presque un péché, peut-être c'est le langage qu'il faut employer avec ces gens, c'est presque un péché d'instrumentaliser la vérité scientifique, parce que la vérité scientifique n'est pas là pour supporter des propositions idéologiques dans un sens ou dans un autre. Merci Gilles Deweng de nous avoir fait sourire et réfléchir. Comme on a moins d'une dizaine de minutes pour discuter, que vous avez soulevé plusieurs questions, chacun dans votre style, on va tout de suite passer aux questions dans la salle. Y en a-t-il? Je vois une main qui se lève ici ou là-haut. Choisissez, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Merci. Merci beaucoup pour ces deux interventions effectivement très intéressantes, et c'est un peu frustrant que vous n'ayez pas plus de temps, donc je vais essayer moi-même d'être rapide. Moi j'ai une question parce que j'imagine bien, et comme à toute nouvelle technologie qui arrive sur le marché, on nous dit que l'algorithme, l'intelligence artificielle en elle-même n'est rien d'autre qu'un outil, et que finalement c'est comment on s'en sert qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Et là, en première partie, on nous a bien expliqué que les algorithmes dominants, tels qu'ils sont utilisés, ils sont visiblement utilisés à des fins publicitaires qui vont finalement, paradoxalement, nous enfermer dans un entre-soi qui existe au-delà du net, on est d'accord, mais qui finalement, par ce profilage publicitaire, va nous donner toujours ce avec quoi on est d'accord, et peut-être finalement dans la propagande intérieure, donc j'irai lire dans le détail pour comprendre, mais a priori manipuler des opinions à partir de ce avec quoi on est d'accord. Est-ce qu'on pourrait imaginer un algorithme qui, au contraire, nous permettrait de trier et de nous donner toujours la contradiction à ce à quoi on est d'abord d'accord, c'est-à-dire permettre finalement au web d'éveiller l'esprit critique, de nous donner toujours des points de vue divers, d'exploiter le pluralisme présent sur la toile. Dans votre histoire, ce serait un algorithme qu'on nous imposerait, ou ce serait un algorithme qu'on choisirait? On se dirait aujourd'hui, j'ai envie de penser contre moi, j'active l'algorithme, mais je vais avoir que des gens qui ne pensent pas comme moi dans mon ordinateur. Alors effectivement, moi je ne connais pas bien les algorithmes, mais dans le monde idéal, j'aimerais bien qu'ils soient plus transparents et qu'effectivement on puisse peut-être participer nous-mêmes à leur programmation, et donc dire à YouTube, c'est très chouette les musiques que j'aime bien et que tu me fais toujours écouter, mais fais-moi découvrir autre chose, et que ça puisse effectivement, je ne sais pas si c'est possible, mais être programmé par chaque utilisateur. Je vais dire une petite chose, puis après, Gilles aura des choses à intégrer, je pense. En fait, ce que j'ai montré dans la toute dernière slide, où je suis passée très rapidement, c'était un outil qui s'appelle Kialo, et qu'en fait, j'avais trouvé très intéressant à deux égards. Tout d'abord parce que mon Facebook me l'avait proposé comme quelque chose qui pouvait m'intéresser. Ça, c'était une première chose. Il avait dû regarder les mails que j'avais échangés dernièrement, où il y en a beaucoup sur ces histoires d'algorithmes et de représentativité, légitimité. C'était la première chose. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, c'est un outil qui se propose de faire un peu ce que vous dites, c'est-à-dire face notamment au débat où les propos les plus conflictuels ou les moins
disons, les moins remplis de contenu significatif remonteraient, cet outil-là se proposerait de structurer les échanges, dans ce cas-là, sur des questions de délibération politique, de façon à ce que ce soit les propos plus structurés, où il y a des éléments d'équilibre qui ressortiraient en premier. Donc, je ne sais pas si tu connais des autres outils dont je... Alors, il y a des moteurs de recherche neutres comme Qwant. Qwant ne sait pas qui vous êtes et donc il vous donne les résultats les plus intéressants en général et pas les plus intéressants pour vous. Alors, quand je suis passé de Google à Qwant, ça a été quand même un peu frustrant parce qu'à chaque fois que je cherche le nom d'un collègue, maintenant je tombe sur le nom d'un footballeur. Il semble que chacun de mes collègues ait un homonyme qui soit footballeur et c'est seulement à la 1000e page, après 1000 pages sur le footballeur, que je trouve la page web de mon collègue. Donc finalement, je me dis, l'époque où Google se souvenait que j'étais chercheur avec quelque chose de bien. Alors, il est tout à fait possible de faire un algorithme qui sélectionne les opinions les plus antagonistes avec les vôtres et qui vous donne à lire des textes qui expriment ces opinions. Et d'ailleurs, en écoutant votre question, je me posais la question, pourquoi est-ce que tous les matins, je ne vais pas acheter Minute ? Ou voler Minute, n'exagérons rien. Je pourrais aller au kiosque, voler Minute pour me tenir au courant d'opinions qui sont antagonistes avec les miennes. Et puis, je suis désolé, si vous lisez Minute, vous pouvez faire le contraire et voler un autre journal. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être tout le temps confronté à des gens qui ont des opinions tout à fait à l'opposé des nôtres ? Ça demande quand même une sacrée santé, hein. Ça, c'est votre réponse, d'accord. Très bien. Non, c'est bien de le faire un peu, mais c'est éprouvant. Je crois que, je ne sais pas si c'est encore le cas tout récemment, mais Facebook, il y a été une période où ils essayaient de compenser, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils nous montraient voilà, ceux qui habituellement sont dans notre cercle, et puis de temps en temps, ils nous sortaient le post par quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et ça, je pense que c'était une tentative de faire un peu ce que... Mais dans la question, il y avait déjà, est-ce que c'est possible de le faire ? Est-ce que oui. C'est tout à fait possible de le faire ? À partir du moment où on classe des posts sur Facebook, par exemple, selon, je ne sais pas, un côté pro-Trump, pro-Clinton, et qu'on a identifié que vous étiez pro-Trump, par exemple, Daniel, on peut tout à vous donner des messages pro-Clinton. Il n'y a il y a aucune limitation algorithmique là-dessus. Très bien. Vous voyez, vous commencez à faire des cauchemars. Bah oui, allez-y. Alors, merci pour toutes ces informations. Maintenant, sur le débat contradictoire, la vérité du faux, vous avez quand même des scientifiques ou des journalistes qui vont, à l'instar de l'ensemble, enfin de beaucoup de scientifiques et de journalistes, qu'on appelle maintenant les lanceurs d'alerte. Donc, dans ce système-là, comment font-ils, et ces scientifiques et ces journalistes, pour essayer d'alerter, et puis que justement ces fausses nouvelles, vous avez par exemple, vous avez eu un scientifique qui s'est battu sur le sel, il s'est vraiment battu, on a dit c'est très bien, on va diminuer le sel, puis finalement, voilà, il s'est pas, et donc il s'est heurté à un gros consortium. Comment peut-on faire là, pour le citoyen, faire la différence ? Alors, c'est un exemple précis. Je ne sais pas si ça vous inspire une réponse. En fait, là, je pense que c'est beaucoup plus large que le cadre de ce qu'on peut faire sur la toile ou sur le numérique. Et effectivement, ça répond un petit peu à la toute fin de nos deux exposés, je pense. C'est-à-dire, il y a tout un réseau beaucoup plus important d'acteurs qu'on peut solliciter, qu'on peut mobiliser, qui voilà, seraient notamment dans la vraie vie, à commencer par nos professeurs, par exemple, qui devraient nous permettre de faire de nombreux fact-checks que si on est face à notre moteur de recherche, on reste un petit peu voilà, interdit. Et puis, je crois qu'il y a aussi une autre réponse qui peut être là, c'est celle de la diversité des plateformes, qui pour le moment est presque nulle, parce qu'il y a
de nombreux phénomènes qui n'ont pas trait qu'à la désinformation par les algorithmes, mais aussi au fait que voilà, il y a les effets de réseau, il y a les effets de boule de neige, etc., qui font en sorte que la parole qui sort d'acteurs spécifiques est l'évangile. On peut œuvrer à ce que cette diversité soit beaucoup plus importante. Et dans ça, peut-être le régulateur a un rôle à jouer, pas en décidant qui doit faire surface, mais en créant les conditions pour qu'il y ait plusieurs acteurs qui peuvent faire surface. Je crois qu'il y a aussi un aspect quand on, par hasard, parce que quand même, malgré tout, les bulles ne sont pas totalement étanches, mais quand par hasard, on est confronté à un message nouveau, je ne sais pas, par exemple un message qui nous dit, j'imagine que c'est le sel dans l'alimentation dont vous parlez, voilà, donc un message qui nous met en garde contre les effets nocifs du sel, du tabac, du sucre, c'est un exemple. Hein. Bon, on peut regarder un peu les arguments qui sont employés, c'est-à-dire, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, il y a l'argument qui est le docteur machin vous dit le sel c'est dangereux. Voilà. Bon, pour moi, ça n'a aucune valeur. Vous trouverez toujours un docteur bidule pour dire que le sel, c'est très bien. Il y a un argument qui est de dire aujourd'hui, tout le monde sait que le sel est dangereux. Et ça n'a pas non plus de valeur, parce qu'à l'époque de Galilée, tout le monde savait que la Terre était au centre de l'univers, ça n'avait pas plus de valeur. Mais il y a de temps en temps un argument, quelqu'un qui vous dit regardez, quand on a fait telle expérience sur des souris, des êtres humains, etc., on leur a donné à certains beaucoup de sel, à d'autres moins de sel, et voilà les résultats, et analysez-les par vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'un coup, votre cerveau se met en route. Et alors là, vous vous dites, bon, ça c'est peut-être un argument qui mérite que j'y réfléchisse. Pas nécessairement que je change mon avis tout de suite, mais qui mérite que j'y réfléchisse et qui mérite que je me fasse une opinion par moi-même. Le cas des vaccins est une question que l'ensemble de la population se pose, enfin énormément. Or, les affirmations sont toutes dans le même sens, affirmations publiques, hein, j'entends. Donc, sur les réseaux, c'est un peu différent. Sur le sel, c'était la même chose. Sur le sucre, c'est la même chose. Donc, la société civile a du mal à s'y retrouver dans tout cela, puisque même des lanceurs d'alerte, eux, sont contestés, au départ, sont complètement contestés. C'est tout à fait normal d'être contesté. Quand vous dites quelque chose, il est tout à fait normal que votre argument soit soumis à la critique. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, je vois une main qui se lève. Oui, c'est une question pour Gilles Dowek. Vous évoquiez les recherches de Noam Chomsky et le fait qu'une information pouvait être manipulée. Est-ce qu'il est possible d'inventer une réponse en algorithme par rapport à ça, parce que j'ai du mal à percevoir comment on peut retrouver une manipulation dans une information. Alors, les travaux de Chomsky ne parlent pas de manipulation. C'est moi qui avais employé ce mot. Ce que Chomsky montre, c'est que le nombre de signes qui ont été, le nombre d'articles et la longueur des articles, et quand on les met bout à bout, ça fait un certain nombre de signes, qui ont été consacrés à un massacre qui avait eu lieu au Timor oriental et à un autre massacre qui avait lieu au Cambodge. Dans la presse américaine, et particulièrement dans le New York Times, c'est sur ce journal que porte l'étude de Chomsky, eh bien, il montre qu'il y a un facteur, je ne sais plus quoi, 1000 ou 10 000 entre la manière dont les deux événements sont traités. Donc il n'y a pas d'algorithme qui va nous dire, regardez, tel massacre a été mieux traité, ou plus longuement traité, ou plus régulièrement traité, plus fréquemment traité que tel autre. En revanche, l'exemple de Chomsky, l'étude de Chomsky porte sur une époque où Internet existait, mais le web n'existait pas encore, et où donc c'était la presse qui était la principale, la presse écrite qui était le principal vecteur d'information. Aujourd'hui, il y a énormément de causes politiques qui n'arrivent pas à être suffisamment populaires pour être dans la presse écrite. Mais sur ces causes politiques, vous trouvez énormément d'informations sur le web. Il faut savoir que si vous regardez les partis politiques français, ils ont eu leur site web dans l'ordre inverse de leur audience électorale. Donc les petits groupuscules qui essayaient de défendre des points de vue et qui n'arrivaient pas à se faire entendre ont eu des sites web en premier. Et les deux derniers partis qui ont eu leur site web, c'était un parti que vous connaissez sans doute pas, qui s'appelait le RPR au XXe siècle, et le Parti socialiste.
Et donc, voilà. Donc, qui à l'époque, et ça aussi, il faut se remettre était un grand parti. Donc, le web a permis à des points de vue, à des opinions minoritaires de s'exprimer, et ça, c'est très bien. Mais il faut faire une différence entre exprimer une opinion minoritaire, entre faire tenir un discours militant minoritaire et arriver à le faire entendre et à le faire connaître, et ça, c'est très bien. Et, par exemple, le discours sur la chasteté, une fois, moi, ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'on utilise dans un discours militant des faits comme si c'était des faits scientifiques, parfois en appelant à l'autorité du professeur Cosinus pour valider ces faits, alors qu'on est purement dans un discours idéologique. Et ça, c'est quand même pas très difficile à repérer. Les exemples que je vous ai donnés, je crois qu'un enfant de 5 ans qui lit ce site devrait repérer par lui-même que la vérité est instrumentalisée et qu'elle n'est pas, le site n'est pas au service de la vérité, c'est la vérité qui est au service du site. On a le temps pour une toute dernière petite question, oui. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. C'est un peu une suite à cette question-là. C'est quand Climate Feedback, Emmanuel Vincent, pardon, qui a fait cette présentation, à un moment donné, il parlait du fait que vérifier les faits, c'était pas si compliqué, mais par contre, les erreurs de logique, ou alors monter un argument qui soit en fait avec des faux arguments, type ce que vous avez dit, genre ça fait 2000 ans que ça existe, ou alors tout le monde croit ça, ou alors est-ce que ça on pourrait imaginer à un moment donné où il y aurait des algorithmes qui pourraient détecter des faux faits, puis aussi des faux arguments, ou alors une manipulation des faits Compter sur les algorithmes pour savoir si vraiment c'est logique. Est-ce que c'est envisageable ça ? Déjà, il y a une question d'éducation. Avant de parler d'algorithme, il y a une question d'éducation. Si je vous dis beaucoup de gens meurent à l'hôpital, donc l'hôpital il faut éviter d'aller à l'hôpital, comme ça vous allez éviter de mourir, vous comprenez que l'argument, il y a un problème logique dans l'argument. Et ça, je pense que c'est une part de l'éducation à un esprit critique, à une lecture de texte, à la rhétorique, en fait. Il faut enseigner la rhétorique parce qu'on apprend à dépister ce type de paralogisme. Après avoir des algorithmes qui vérifient la correction logique d'un argument, ça c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs même mon métier d'en fabriquer. Ça tombe bien que la question tombe sur moi, mais ça ne marche que dans des langages qui sont extrêmement formalisés. Donc ça ne marche pas tellement pour les arguments, les paralogismes qu'on trouve exprimés en langue naturelle. Donc aujourd'hui, la réponse est non. L'algorithme, c'est vous qui devez dépister ces arguments vérolés. Mais peut-être qu'un jour, on arrivera à faire davantage de vérification de la cohérence des argumentations en langue naturelle. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Mais est-ce que c'est vraiment souhaitable de ne pas compter sur son bon sens et son éducation pour tirer le vrai du faux, plutôt que sur des algorithmes dont on ne contrôlera pas vraiment Pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas lire un algorithme informatique. Non, c'est pas besoin de lire l'algorithme. Non, mais d'accord, mais il s'agit de savoir, de dire, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je demande à l'algorithme de me le dire. Mais si on n'est pas capable d'ouvrir le capot et de savoir ce qu'il y a dans l'algorithme, c'est quand même faire confiance à... C'est-à-dire l'algorithme va vous dire, tiens, relis 2 fois cette phrase, il y a peut-être un truc bizarre là. Ah oui, il nous pointerait les... J'en sais rien, mais voilà, un algorithme qui dirait, faites attention dans cet article, à tel point et tel point, il y a par exemple des arguments non concluants, pourrait nous mettre un peu en garde. Mais sinon, je suis d'accord avec vous, je crois que c'est bien de le faire soi-même. De la même manière qu'avant qu'il y ait les calculatrices, je trouvais ça très bien de faire une multiplication à la main. Ouais, je ne sais pas si la comparaison est tout à fait valable. Francesca Mucciani, vous concluez. Je voulais juste rajouter une chose. Il y a des logiciels assez intéressants qui sont utilisés dans l'analyse sémantique pour les controverses. En fait, si on veut étudier une controverse, maintenant, on peut le faire sous l'angle du langage qui est utilisé pour rapporter certains propos. Et donc, ça peut donner aussi une indication, par exemple, de quels sont les mots-clés les plus fréquemment utilisés dans les débats, etc. Donc ça peut contribuer à faire comprendre si les débats reposent vraiment sur, par exemple, les faits centraux scientifiquement avérés de la controverse, ou si c'est sur les aspects plus politiques. Plutôt. Voilà, ça donne des indications aussi. Merci à tous les deux, Francesca Mucciani et Gilles Dowek. C'était passionnant.